suis un peu embarrassé d'ouvrir ce colloque, dans la mesure où il va s'agir, dans ce que je vais vous raconter, moins de théorie de la littérature que de recherche anthropologique et historique sur des transformations très longues des sociétés modernes, des sociétés individualistes modernes. C'est un projet d'analyse qui est très marqué par l'influence, vous allez voir, du sociologue Norbert Elias, de l'idée de civilisation de process, de processus de civilisation, où, au fond, l'expression littéraire des choses dont je vais parler, ce sera notamment La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, l'expression littéraire joue un rôle simplement d'indice. Et ne jouant qu'un rôle d'indice, c'est frustrant de ne pas rentrer dans le texte lui-même, mais ce qui fait le texte, ce qui constitue l'originalité, l'autonomie littéraire à proprement parler d'un texte aussi fascinant que La Princesse de Clèves. Alors, ce que je vais raconter situe le problème de l'émergence moderne d'un individu tentable, d'un individu qu'on peut tenter. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qu'on peut tenter ? Et soutient l'idée que, à la charnière du XVIIe siècle français, du début du grand siècle français, un certain nombre de modifications très profondes de la morphologie sociale, même de la démographie d'ailleurs, des institutions politiques, morales et sociales, etc., ont, à l'aube de la modernité individualiste, au moment de la fabrication donc, du prototype donc, de ce qui va devenir la notion moderne d'individu et de société individualiste, quelque chose se passe qui modifie très très profondément le rapport des individus à leur intériorité morale et en particulier à l'expérience de la tentation. Alors ça se situe à l'intérieur d'une histoire longue de quelque chose où la tentation n'était pas au premier plan, mais plutôt, comme ça a été dit dans les bibliographies énumérées, celle de l'obsession, sur laquelle d'ailleurs Alexis va revenir d'après ce que j'ai compris. Or il y a une lecture dominante du phénomène de l'obsession en Occident, qui est très ancienne, qui n'est pas du tout ni freudienne, ni liée aux théories contemporaines sur les troubles obsessionnels compulsifs, etc., qui est d'identifier un phénomène qui est la lutte torturante contre des tentations mauvaises. C'est ça le phénomène de l'obsession, il se caractérise comme cela, la lutte torturante contre des obsessions mauvaises. Alors, l'hypothèse à l'intérieur de laquelle j'ai abordé l'histoire longue de ce phénomène, du XVIIe siècle à aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une manifestation paradigmatique, spécialement pathologique et dangereuse, d'une nouvelle contrainte anthropologique qui naît avec la modernité et qui est ce que Elias appelle la Selbstzwang, l'auto-contrainte. Cette auto-contrainte moderne est liée à l'émergence de types de sociétés au XVIIe siècle en Occident, dans lesquelles les chaînes d'interdépendance entre les individus deviennent de plus en plus longues, avec l'augmentation exponentielle de la division du travail, dans lesquelles donc les dépendances entre les individus de la société, les institutions, les rangs de la société se multiplient et se différencient, d'un côté, et que, d'autre part, le pouvoir central, celui de l'absolutisme, confisque le monopole de la violence légitime, aussi bien sur le plan de l'armée que sur le plan de la centralisation du pouvoir, dépossédant les anciennes hiérarchies féodales de leur autorité, en particulier avec la centralisation fiscale, qui est extrêmement importante au début du XVIIe siècle. Ainsi, dans ce type de société, les individus étant de moins en moins contraints par des relations interpersonnelles ou des hiérarchies de proximité, et étant en particulier de moins en moins contraints par la menace physique, par la violence physique, la contrainte se transporte à l'intérieur d'eux-mêmes comme un mécanisme d'autocontrainte, d'autosurveillance, de contrainte intérieure qui devient la condition nécessaire. On dirait une des figures ultimes de ça, c'est le self-control, des choses comme ça, qui devient une des conditions nécessaires de leur intégration sociale. Dans tout ce dispositif, ce qui fait la puissance de l'analyse d'Elias sur le long terme, c'est que la sociogénèse, les transformations historiques des sociétés,
ont pour parallèle une psychogénèse, c'est-à-dire une transformation concomitante des structures psychiques des individus qui, à l'intérieur de cette société, intériorisent de plus en plus la contrainte, à mesure même qu'on exige explicitement d'eux et qu'on les menace toujours physiquement moins de les punir s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et le pari que j'ai développé dans les deux minces plaquettes auxquelles fait allusion Alexis, c'est que les différentes formes des obsessions, de la lutte contre les tentations mauvaises, ces pathologies du contrôle de soi, sont indexées sur les transformations de grande ampleur des sociétés individualistes modernes. Et que si elles naissent avec la modernité au XVIIe siècle, eh bien les transformations tant de forme que de contenu de ces manières de lutter contre les tentations mauvaises évoluent en même temps que les crises et les métamorphoses des sociétés de l'individualisation et de l'autonomie du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Ce qui m'a conduit à donner un poids particulier au XXe siècle à l'invention par Freud d'une catégorie qui a eu un succès qui ne s'est jamais démenti ensuite, qui est la catégorie de Zwangsneurose, de névrose de contrainte, qui récapitule, mais on pourrait dire que Janet, à peu près à la même époque, l'identifie aussi dans certaines de ses caractéristiques, qui identifie au fond, et identifie rétrospectivement, historiquement, le poids central de cette expérience de la contrainte et du type de pathologie toujours morale, mais en même temps sociale, qui constitue justement cet excès, ce caractère intolérable que peut prendre chez certains individus l'obligation de se surveiller constamment soi-même dans l'angoisse de succomber à une tentation mauvaise. Alors ce matin, l'hypothèse de lecture sur l'âge classique français que je vais faire procède d'une des thèses les plus fortes que j'ai développées dans Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés, qui est que ce que nous appelons notre intériorité morale n'est en aucune manière un fait naturel ou une évidence donnée. Et pour employer une métaphore brutale, je dirais que pour que nous disposions d'une intériorité, encore faut-il qu'on la creuse. Et que les affects qui ont servi à creuser cette intériorité morale sont l'angoisse et la culpabilité. C'est uniquement à partir du moment où l'angoisse et la culpabilité deviennent les leviers moraux collectifs, les principes de socialisation des individus, au service d'un accroissement de l'autocontrainte dans des sociétés où le pouvoir de contrainte est de moins en moins physique et de plus en plus moral, etc., que se dessine la possibilité de créer une intériorité morale qui doit être constamment entretenue et renouvelée. Il s'agit là pour les hommes du XVIIe siècle, et en particulier les protestants et les catholiques de la contre-réforme, il s'agit là d'une transformation dont nous avons beaucoup de peine à mesurer anthropologiquement à quel point elle a été bouleversante. Une manière d'en avoir un indice, c'est de comparer par exemple avec les conceptions de la conscience morale qui dominaient depuis le haut Moyen-Âge et la Renaissance les visions humanistes que les Occidentaux avaient développées. La conscience morale, la syndérèse, pour employer le terme de Thomas d'Aquin, la syndérèse était considérée comme une sorte de propriété innée de chacun des individus dans lesquels il y avait une illumination directe de la conscience leur permettant de distinguer immédiatement et sans aucune espèce d'ambiguïté le bien du mal. La question de la nécessité d'un examen de conscience permanent, examen qui peut à tout moment se fourvoyer, qui a besoin de soutien extérieur, par exemple d'un travail d'un directeur de conscience, d'un examen permanent lié à la lecture de la Bible, par exemple chez les protestants, est une notion entièrement nouvelle et qui attaque directement la façon dont les gens se représentaient l'existence d'une conscience morale. Et à un moment, à mon avis, absolument décisif de l'émergence, mais alors paradigmatique d'un autre rapport à la conscience morale, et donc à l'instrument qui sert à surveiller et à lutter contre les tentations mauvaises,
ce sont les grandes crises de possession qui commencent le XVIIe siècle. Et de celle en particulier qui a eu au XVIIe siècle le plus d'écho en Europe et qui est universellement considérée comme la dernière grande crise de possession posant véritablement un problème. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais elles se sont lentement résolues et elles ont beaucoup moins porté à réflexion. C'est la possession de Loudun. Et dans la possession de Loudun, ce qui est important, à mes yeux, ce n'est pas le fait qu'on ait attrapé le curé Grandier, qu'on l'ait brûlé, etc. Ce qui est important, c'est ce que Michel de Certeau a mis au jour, et qu'il a édité, qui est le journal secret de l'exorciste de la Mère des Anges, de Jeanne de Belciel, un jésuite qui s'appelait Jean-Joseph Surin, qui par ailleurs est devenu un des plus grands poètes mystiques du XVIIe siècle, et qui a été l'accompagnateur de la dépossession, de la guérison de la possession de Jeanne de Belciel. Et je vais prolonger tout d'abord, dans la première partie de mon exposé, un certain nombre d'analyses de ce travail que Surin a fait. En effet, une certaine lecture du motif tentation, obsession, possession structure, à mon avis, comme un grand invariant anthropologique, l'ensemble des représentations que nous nous faisons de notre rapport moral à nous-mêmes et à l'expérience du mal. Et que si vous abordez ce schéma tentation, obsession, possession, dans le cadre d'une histoire longue des transformations des sociétés modernes, eh bien, il est indispensable pour l'argument de dire qu'il ne peut pas être cantonné à un seul domaine de la vie sociale. Si c'est vraiment une transformation anthropologique générale, alors elle ne peut pas être réduite à simplement sa dimension religieuse. Quelque chose du même schéma doit diffuser sous d'autres formes et éventuellement sous d'autres catégories, dans d'autres espaces qui n'ont pas directement ou immédiatement de rapport avec la religion. Eh bien, le pari que je vais soutenir, c'est que les transformations de l'érotisme aristocratique et la naissance de ce qu'il est convenu d'appeler le premier roman psychologique ou le premier roman d'analyse de la tradition européenne occidentale, qui est La Princesse de Clèves, avec la querelle auquel ça a donné lieu, tous les gens qui s'y rapportent jusqu'au XVIIIe siècle, le quatrième livre de la Nouvelle Héloïse, toute l'histoire de la problématique du roman d'amour et de la problématique de la tentation érotique, est née dans un contexte qui est, même si c'est 40 ans plus tard, puisque la possession de Loudun c'est 1630-1638 et que la première édition de La Princesse de Clèves c'est 1678, donc même 40 ans plus tard, ça relève de la même modification, configuration extrêmement originale et pour nous très surprenante, parce que nous sommes tellement à certains égards dedans que nous ne voyons pas la différence que ça a occasionné, le trouble vertigineux qu'une pareille description de la tentation amoureuse a pu représenter pour les contemporains. En disant cela, je veux dire que La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, il nous faut nous garder il faut déromantiser le motif qui est à mon avis entièrement anachronique, de la passion, de son succès ou de son échec, à travers lequel La Princesse de Clèves a été lue. Le déromantiser et le dépsychologiser pour le resituer à l'intérieur des enjeux très particuliers, des enjeux moraux que les gens pouvaient soulever. J'aime bien rappeler à cet égard, par exemple, que les jansénistes que fréquentait Madame de Lafayette, que lisaient les jansénistes, qu'on se représente souvent comme des personnages extrêmement austères, ils ne lisaient que des romans. Les jansénistes étaient extraordinairement attentifs au fait que le roman est le véritable thermomètre moral qui nous indique comment doit être faite la prédication chrétienne, sur quelle base il convient de convertir les gens, en appuyant sur quel levier psychologique. Et c'est évidemment toujours très étonnant de penser à ces jansénistes, y compris les religieuses, parfaitement au courant des libertins et de la production romanesque, examinant les transformations de l'âme moderne et étant extrêmement conscients du fait que le nouveau
catholicisme, le renouveau catholique, ne pouvait passer que d'une appréciation extrêmement minutieuse de ce dont le roman, forme mineure s'il en est, au XVIIe siècle. On ne devient jamais académicien parce qu'on est romancier, on devient académicien parce qu'on est tragédien. Le roman n'est pas une forme noble, c'est même une forme dévalorisée. Eh bien, les jansénistes lisaient ceci. Et donc, Madame de La Fayette, qui fréquente ce type de milieu de près, qui est lié au milieu janséniste, se conçoit elle-même comme quelqu'un qui travaille à cette élucidation de la transformation de l'individu moderne en régime de monarchie absolue, et de ces transformations intérieures, et en particulier de ce qui occupe centralement la prédication, la question de la tentation du mal. Et donc, c'est aussi une manière de dire que La Princesse de Clèves n'est pas le premier roman psychologique ou le premier roman d'analyse à la Bourget, c'est plutôt de tenter d'élargir, en faisant l'analyse que je vais vous présenter, la palette des possibles moraux et littéraires de la tentation. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle homme ou femme, parce que les femmes sont au cœur de ce dispositif, tentable, qu'on peut tenter au XVIIe siècle? Eh bien, pour élucider ce que c'est que cette mutation de la tentation, il faut remonter en amont de la mutation de l'obsession et de la possession que j'ai décrit. Et je commencerai par vous faire remarquer que l'obsession et la possession font tellement couple au XVIIe siècle qu'il y a un fait philologique qu'on oublie toujours, c'est que obsession vient d'obsidérer, et que, par exemple, qui subsiste dans des mots savants comme obsidional, par exemple, mais que, au lieu de donner un verbe comme obsider, ça a donné un verbe comme obséder. Et que l'interprétation philologique habituelle de ce fait, c'est que c'est par contamination avec posséder. C'est que obséder et posséder ont été mis ensemble précisément, et donc le i a été changé en et dans la dérivation française du terme, tellement le couple faisait, dans le langage et la perception ordinaire du français classique, une sorte de couple indémêlable. Et lorsque Michel de Certeau travaille sur Surin, qui est le grand théologien de la possession et de l'obsession moderne, il laisse de côté un certain nombre de mutations également extrêmement importantes de la tentation. Alors, je vous lis un petit passage d'un théologien qui a été un peu plus tardif, c'est un théologien qui a été consulté, un évêque qui a été consulté en 1643 pour la possession de Louviers, pas très loin de Loudun d'ailleurs, et qui, dans les actes du procès d'inquisition, a laissé une clarification tout à fait frappante. Je vous la lis. La principale distinction entre l'obsession et la possession consiste que dans l'obsession, le démon agit seulement sur les personnes obsédées, quoique d'une manière extraordinaire, en leur apparaissant souvent et visiblement malgré qu'elles en aient, en les frappant, en les troublant et en leur excitant des passions et des mouvements étranges, et surpassant notablement la portée de leurs complexions ou dispositions ou facultés naturelles. Là où, dans la possession, le démon dispose des facultés et organes de la personne possédée pour produire non seulement en elle, mais par elle, des actions que cette personne ne pourrait produire d'elle-même, au moins dans les circonstances où elle les produit. C'est l'âge de Descartes, n'est-ce pas? Descartes est un contemporain, parce que pendant la possession de Loudun, n'est-ce pas, on publie Discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même... Quand on met les choses en colonne chronologiquement, on est surpris comme ça de voir que les choses se passent de cette manière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la tentation, le diable n'agit pas sur nous. Dans la tentation, il nous présente des objets tentateurs, mais il n'agit pas sur nous. Dans la possession, il force les défenses et il s'installe sur les limites de la capacité du sujet à se défendre et commence à pénétrer à l'intérieur de lui en enfonçant à l'intérieur de lui ses griffes, ses prises, comme ça, en sorte qu'il agite et remue intérieurement, essentiellement les pensées d'ailleurs,
en frappant, en troublant, en excitant des passions et des mouvements étranges de l'âme, le sujet. Et dans la possession, la pénétration de l'ennemi à l'intérieur devient telle qu'il se saisit des capacités d'agir, des capacités motrices. Il fait entrer les gens en convulsion, il les fait prononcer des blasphèmes, des horreurs, etc. Il rentre à l'intérieur. Mais ce dont nous assure l'Église, rappelle Surin, c'est que jamais le cœur, le centre de l'âme n'est pleinement atteint ou possédé par le diable, et que donc il y a toujours la possibilité de sortir la personne de l'expérience qu'elle fait lorsqu'elle faiblit, d'être damnée et d'être en réalité déjà prise par le diable. Alors, tout ça nous indique un peu ce qui se passe en aval au XVIIe siècle de la tentation, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la tentation? D'abord, il faut bien se marquer que quand vous faites un inventaire en regardant des dictionnaires d'histoire de la langue, des usages du verbe tenter au début du XVIIe siècle, il y en a un qui est particulièrement impressionnant, c'est tenter Dieu. Tenter Dieu, qui en fait veut dire tenter le diable, qui consiste à mettre l'autre au défi l'autre surnaturel, au défi de prouver sa toute-puissance. Et donc, à travers cette figure de tenter Dieu qu'on trouve chez Rotrou, par exemple, dans les sosies de Rotrou. Rotrou, c'est le premier grand tragédien classique. Formule saisissante, parce que les lecteurs de Rotrou ont été très très frappés qu'on puisse utiliser une formule comme cela. On a un des premiers usages modernes de tenter, qui indique une position subjective de mise au défi de l'autre tout-puissant. Et puis, la deuxième chose qui est extrêmement frappante, c'est l'apparition de la figure du tentateur, du temptator, qui est dérivé du latin, comme celui qui éveille un désir. Un tentateur, alors vous allez dire, qu'est-ce que peut être d'autre un tentateur? Eh bien, en réalité, c'est tout à fait fascinant, parce que le français que nous parlons a totalement digéré cette transformation de la langue. Mais temptator, en latin, c'est pas du tout quelqu'un qui éveille le désir. Si vous pensez par exemple, alors j'ai trouvé ça dans l'ode d'Horace à Calliope, vous avez un vers de l'ode d'Horace à Calliope qui est temptator Orion Dianae. Orion, tentateur de Diane, mais en fait, il ne tente pas Diane, il attente à la vertu de Diane. Un temptator, c'est quelqu'un qui justement agit sur, blesse, lèse la personne. Et c'est au même sens, par exemple, que dans le Contra Isaiam de Saint Jérôme, qui est le premier usage dans la théologie catholique du diable comme temptator. Dans le Contra Isaiam, donc plusieurs siècles plus tard, Saint Jérôme, c'est très certainement la figure d'Horace de l'ode à Calliope du temptator Orion qui est utilisée, puisque le diable est véritablement décrit non pas comme quelqu'un qui éveille le désir de la personne, mais comme quelqu'un qui vient la blesser, l'attaquer, et pour faire un attentat contre son intégrité psychique. Il attente et ne tente pas. Ceci nous permet de mesurer qu'il y a comme ça toute une modification au début du XVIIe siècle liée à l'émergence donc de cet individu auto-contraint doté d'une intériorité et d'une distance particulière qui peut éventuellement tenter Dieu, lancer un défi particulier à la puissance surnaturelle, chose qui va horrifier les jansénistes parce qu'ils voient très bien que ça, c'est une forme de libertinage ou d'athéisme ou de mépris du divin entièrement nouvelle et qui implique une réponse entièrement nouvelle des catholiques. Vous voyez donc tout un espace sémantique original qui se dessine entre le défi orgueilleux et en même temps la disjonction entre ce qu'on subit de l'autre, dans la figure traditionnelle du temptator, et ce à quoi on ouvre la voie par un mouvement intérieur, un tremblement anxieux du désir. Et c'est dans ce nouvel espace moral que Surin a évidemment logé la nouvelle technique d'exorcisme qu'il a mise au point et qui a entièrement terminé l'ancienne stratégie médiévale d'exorcisme. Dans la stratégie médiévale d'exorcisme, comme le diable est une puissance absolument extérieure,
l'exorcisme public est toujours public, il est fait dans l'Église en présence d'un grand nombre de peuples pour manifester la puissance et l'autorité de l'Église sur les démons, puisque le Christ a donné à l'Église l'autorité de chasser les démons. C'est une manifestation publique et externe dans laquelle le temptateur qui attaque la possédée est chassé. Alors évidemment, comme à Loudun, ça n'a absolument pas marché. C'est que ils avaient beau exorciser, les filles du couvent étaient toujours aussi possédées. Ça a posé un problème qui était un problème d'ordre public. C'est que le roi s'en est mêlé, il a envoyé un lieutenant général, la puissance publique s'en est mêlée, a commencé à demander des comptes aux évêques sur pourquoi ça ne s'arrêtait pas, ce désordre-là. Et donc, on a fait venir sur eux, je vous passe les détails. J'en cite un quand même parce qu'il est absolument tragique et que c'est que tous les exorcistes traditionnels qui ont tenté de se mesurer à Jeanne de Belciel et aux possédés, tous sont morts fous. Donc, quand on dit qu'il s'agit d'une mutation anthropologique, c'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à quelque chose qui les attaquait eux-mêmes en tant que religieux investis d'une mission particulière, devant la scène de la possédée, leur impuissance a conduit à leur folie. Ils sont tous morts, ils se sont suicidés, ils sont devenus complètement fous. Surin lui-même va devenir fou. Il restera dans un excès mélancolique gravissime, suicidaire, pendant 20 ans, après avoir tenté d'exorciser. Donc là, vous voyez, c'est une manière de rappeler, parce que c'est très facile de se moquer de ces choses-là, comme si ce n'étaient pas des crises absolument majeures de la vie sociale, n'est-ce pas ? Ils ont tous rencontré une butée absolument fascinante. Ce qu'a fait Surin, c'est de travailler pour la première fois sur la structure de la tentation moderne. Et la méthode qu'il a employée, c'est de créer, au fond, en utilisant la confession, un procédé d'autosurveillance de la tentation qui a mis entre les mains dans l'esprit de Jeanne de Belciel, la responsabilité de sa possession. Par exemple, c'est l'exemple que je cite souvent parce qu'il me paraît totalement spectaculaire. Il lui signalait que chaque fois que c'était non pas elle qui était attaquée par le démon, mais elle qui ouvrait la porte au démon, et qui ouvrait la porte au démon par la plus petite des complaisances. Par exemple, il lui faisait surveiller le temps pendant lequel elle gardait les quelques morceaux de pain qu'elle avait le droit de manger dans la bouche, de façon à ce qu'elle soit profondément certaine qu'elle n'y prenait aucun plaisir supplémentaire à celui qui était nécessaire à simplement manger. Parce que tout plaisir qu'elle aurait pu avoir à garder un peu plus longtemps avant de l'avaler le morceau de pain dans la bouche était déjà une brèche par laquelle le démon pouvait revenir la posséder. Bien évidemment, chaque fois qu'elle gardait son morceau de pain dans la bouche, elle se mettait à convulser immédiatement. Le diable s'emparait d'elle instantanément. Donc là, vous avez, voyez, une sorte d'usage technique du scrupule de conscience poussé au paroxysme, comme technologie subjective incroyablement sophistiquée de résistance à une tentation qui va inéluctablement mener à une obsession et qui va inéluctablement mener à une possession. Dès ce moment apparaît, en Occident, la possibilité de considérer que le démon est interne, que le démon est dedans. Et que, ça ne veut pas dire que les gens le considèrent toujours comme externe. Mais là, à partir du moment, vous voyez, où c'est en me scrutant moi-même que j'examine la possibilité que le démon me possède, naît aussi la possibilité que, au fond, le fameux démon n'aura jamais été que le désir caché en moi-même que je ne voulais pas connaître et qui se révèle à moi sur le mode de la possession. Alors, cette configuration morale, un contexte sociologique extrêmement précis, c'est celui de l'État absolutiste qui confisque, à l'époque de Richelieu, puisque nous sommes là à l'époque, c'est Richelieu qui est au pouvoir au moment de la possession de Loudun. La grande opération de Richelieu, c'est une séparation de l'Église et de l'État dans laquelle l'autorité royale s'empare de tout le pouvoir qui concerne ce qu'on appelle le fort extérieur. Tout ce que vous dites publiquement, tout ce qui se passe publiquement est sous l'autorité du roi. Le fort interne,
est entièrement abandonné à l'Église. Il y a une division, vous voyez, qui n'est pas une division psychologique, qui est une division juridico-bureaucratique, administrative, etc., dans laquelle sont priés de se loger chacun des individus. Pour ce qui concerne leur comportement public, ils sont sous l'autorité de l'administration royale. Pour ce qui concerne leur vie intérieure, ils sont sous l'autorité de l'Église. Avec le paradoxe, un deuxième paradoxe à l'intérieur de cette société, que c'est une société à ordre, dans laquelle il y a une aristocratie, une bourgeoisie, des paysans, etc. Dans une société à ordre, il est évidemment impossible de renoncer volontairement à sa richesse, et à son rang, puisque le rang et la richesse sont socialement prescrits comme des principes organisateurs de la hiérarchie, en haut duquel se tient l'administration, le roi. Et donc, dans une telle société, on ne peut pas vraiment et pleinement se dépouiller de ses biens et accomplir le message des béatitudes, par exemple, puisque on ne peut que faire preuve de charité en fonction du rang qu'on occupe, mais sans jamais compromettre le rang qu'on occupe, ni le type de revenu qu'on a reçu, ni la place statutaire qu'on occupe dans une société extrêmement hiérarchisée. Ce qui aboutit en particulier chez les plus scrupuleux des catholiques à l'idée que là où le salut ne peut pas venir d'un abandon public de ses richesses, il ne peut venir que d'une augmentation interne de la surveillance scrupuleuse de son obéissance aux principes de la religion. Et c'est exactement au même moment que va commencer ce phénomène absolument ahurissant qui est la grande crise du scrupule, qui est des scrupuleuses, qui va traverser tout le grand siècle, jusqu'à Fénelon, etc., et qui va se diffuser, qui va quitter les couvents et les monastères pour se diffuser dans la bourgeoisie de robe et occuper la vie spirituelle en permanence notamment des femmes de la noblesse de robe et de la bourgeoisie, mais aussi après des grands aristocrates déchus après la Fronde, comme Madame de Longueville, etc. Alors, le pari que je vais maintenant développer est le suivant, c'est que la princesse de Clèves ne fait que développer un schéma homologue plus tard dans le siècle. 1678, je vous ai dit, c'est la date de publication. La cour s'installe à Versailles en 1682, le moment de... Donc c'est juste avant, c'est le chant du cygne, en quelque sorte, de l'autonomie morale et spirituelle de la très haute aristocratie après la Fronde. En effet, la grande révolte des seigneurs, la dernière grande révolte pré-absolutiste française, de la Fronde, elle est achevée. Le pouvoir central a totalement détruit les moyens aristocratiques d'exercer de la force. Les armées privées ont été écrasées ou incorporées, des grands aristocrates ont été incorporés à l'armée royale. Et dans le système féodal s'effondre, et avec une crise majeure qui se profile, c'est que la guerre de 30 ans, cette épouvantable guerre qui a commencé, est une guerre qui désormais est une guerre d'État. Seuls les grands États peuvent faire cette guerre, ce qui implique une pression fiscale absolument énorme, et donc de dépouiller tous les seigneurs et les grands aristocrates du royaume de leur possibilité de faire autre chose que de vivre de leurs terres et d'administrer des trésors privés à leur propre fin. Ce sont des intendants royaux qui sont envoyés partout en province et qui prélèvent désormais l'impôt, avec une pression fiscale énorme, une centralisation administrative qui accélère le processus de déféodalisation. La concentration gouvernementale devient extrême, c'est la fin des grands, de la figure des grands, au début de cette période du XVIIe siècle. Et ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, pour Richelieu, avant la Fronde donc, il y a cette séparation entre ce sur quoi l'État a pleine autorité et ce sur quoi l'Église a pleine autorité. Maintenant, quand on va du côté de l'État, on voit bien qu'en réalité, ce sur quoi l'État a pleine autorité dépossède les anciens possédeurs traditionnels de l'autorité politique. Eh bien, ça vous explique pourquoi les jansénistes et leurs protecteurs se sont essentiellement recrutés parmi les anciens frondeurs déchus. De la même manière qu'il n'y avait guère que d'intériorité possible, puisqu'on ne pouvait pas sortir de son rang par la crise du scrupule,
De la même manière, la seule autorité morale, le seul accès à la grandeur qui soit laissé à ces grands seigneurs, ça n'est plus la lutte pour le pouvoir, c'est la réflexion, et c'est une des voies en tout cas qu'il leur reste, c'est la méditation spirituelle, et tout ceci sur le fond d'une très profonde nostalgie, l'époque de la grande, des rois chevaliers, du respect par le roi des différents rangs et aristocratiques, qui vous explique pourquoi la princesse de Clèves a placé son intrigue sous le règne des derniers rois chevaliers, et en particulier Henri II. Il y a, avant que tous ces aristocrates soient obligés, n'est-ce pas, d'aller à la cour et de servir presque comme des domestiques le roi Louis XIV, le roi Soleil, la nostalgie d'une époque dans lequel, et qui est absolument explicitement mise en scène dans La Princesse de Clèves, la nostalgie d'une époque où ces aristocrates étaient très bien respectés, avec le culte du rang. Norbert Elias n'a pas parfaitement vu ces choses-là. Une des particularités de Norbert Elias, c'est cependant qu'il s'est contenté de regarder l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Et regardant l'Astrée d'Honoré d'Urfé, l'interprétation qu'il donne de la bergerie, c'est que la bergerie renvoie au souvenir, aux rêves des aristocrates de pouvoir entretenir les uns avec les autres une amitié libre. L'Astrée a été publiée entre 1607 et 1627, c'est-à-dire c'est vraiment pendant ces 20 ans-là, le moment où commence déjà avec Henri IV à s'effondrer l'ancienne autorité des grands. Mais cette nostalgie que nous décrit Elias, c'est la nostalgie d'un ordre, d'un ethos nouveau. Elias pense l'Astrée comme un symptôme purement déficitaire de la nostalgie pour un certain type de relations aristocratiques qui s'effondrent. S'il y a au contraire à la dans les années 1680, l'émergence d'un roman nouveau où l'autocontrainte prend une autre forme, c'est que ce n'est pas déficitaire. C'est que ce que nous donne Madame de Lafayette, c'est l'espace de création éthique qui va être ouvert à l'intérieur du roman d'amour, et comment un nouvel homme et une nouvelle femme érotiquement tentables, à l'intérieur de cette hiérarchie implacable du rang, en lequel on ne peut se marier qu'avec quelqu'un de son rang, c'est tout le thème du début du roman, se transforme, puisque le rang ne vous donne aucun pouvoir, et il ne vaut qu'à l'intérieur, en fonction d'une expérience qui devient centrale dans La Princesse de Clèves, c'est comment être à la hauteur de son propre rang. Comment déroger n'est plus, vous voyez, quelque chose qui peut vous arriver si on vous humilie, si on vous prive d'un fief, si on vous prive d'une grâce, etc. La véritable dignité qui fait de vous un aristocrate, c'est d'être à la hauteur de son propre rang et du type de conflit que être à la hauteur de son propre rang introduit. La logique curiale de l'autocontrôle du discours et des émotions, dans un contexte où chacun de ces aristocrates lutte pour la faveur du prince qui les a dépossédés de leur véritable pouvoir, puisque même pour l'argent, désormais, ils dépendent de la faveur du prince, et dans cette espèce de grande stratégie versaillaise de domestication des grands, plus jamais ils n'auront les moyens de se révolter, c'est l'absolutisme qui s'est installé, aboutit donc à une question centrale dont la princesse de Clèves est le lieu de déploiement exemplaire, paradigmatique, et qui va être constamment commenté au XVIIe et au XVIIIe siècle. La première question, c'est la question de la sincérité. Puisque tout énoncé peut être trompeur, comment s'assurer de la sincérité? Et la deuxième figure, c'est que seul ce qui nous assure de la sincérité d'un propos dans cet univers de courtisans, ce sont les modalités de son énonciation. Il faut aller chercher du côté de l'énonciation les marques de la sincérité, puisque la parole d'un grand ne vaut plus rien. Il y a une dimension d'indirection absolument centrale ici, c'est parce que vous dites, c'est ce que vous êtes capable d'exprimer dans ce que vous dites, qui fait foi de votre sincérité. Ce qui donne à toute cette littérature, ce qui donne un poids considérable à une figure rhétorique qui est la figure capitale
autour duquel d'ailleurs la forme même est de certaines œuvres d'art, de la tragédie notamment, est construite, c'est la litote hyperbolique. La litote hyperbolique, c'est comment en très peu de mots, voire en un seul mot qui dit très peu, exprimer énormément, faire la preuve de l'intensité et de la vérité du sentiment. Le « va, je ne te hais point » de Chimène dans le Si de Corneille, n'est-ce pas, le « je ne te hais point », n'est-ce pas, je suis folle d'amour pour toi, est typique, n'est-ce pas, de cette espèce de filtrage lié à l'autocontrôle moral le plus intense, n'est-ce pas, qui fait que seule une litote hyperbolique peut être à la hauteur de la nouvelle position subjective de ces sujets exposés à de nouvelles configurations sociales. Le cœur n'est accessible qu'à travers ce filtrage-là. Et donc, si tout est filtré, si tout passe derrière le masque, il ne faut pas perdre de vue qu'une des caractéristiques rhétoriques de la litote hyperbolique, c'est que pour qu'on puisse identifier la litote hyperbolique, il faut toujours voir les alentours. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a autour une présentation hyperbolique de la beauté, de la richesse, de la puissance, du drame, du crime, etc., que, par contraste, la formule de la litote hyperbolique permet de réaliser son but. Autrement dit, l'expression de la grandeur est projetée vers l'extérieur et la manifestation du sentiment dans la litote hyperbolique réduite à une pure pointe, n'est-ce pas, va, je ne te hais point, un soupir, un mouvement extrêmement fin, et c'est le rapport différentiel entre les deux qui atteste de l'autocontrôle, de l'autocontrainte, de la Selbstzwang typique de l'éthos curial qui se met ici en place. On comprend dès lors que ce type d'intériorité du sujet tentable, qui est littéralement confronté à quelque chose qui le menace à chaque moment de le faire sortir de son autocontrôle, parce que c'est quand même le drame merveilleux de la princesse de Clèves, c'est comment l'amour menace à chaque moment de faire déchoir de son rang la princesse de Clèves, de ne pas faire ce qu'elle se doit, comme elle le dit, ce qu'elle se doit en tant qu'épouse de Monsieur de Clèves, etc. Comment le type de tension qui est organisé ici travaille sur la tentation érotique, travaille sur la base d'un type d'autocontrôle tout à fait particulier, d'un scrupule du rapport à soi. Et cette distance, n'est-ce pas, fait que lorsque, par exemple, Rousseau, dans la 4e partie de la Nouvelle Héloïse, va confronter son propre roman d'amour à la princesse de Clèves, et elle va dire ce que je suis en train de faire, c'est dans les Confessions qu'il le dit très explicitement, au livre 11, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est au livre 11. Quand il parle de la Nouvelle Héloïse, il dit qu'il avait le sentiment, en inventant le motif romantique de l'amour-passion, de faire pour la première fois quelque chose qui soit véritablement différent de ce qu'avait fait Madame de Lafayette. Et donc, au XVIIIe siècle, vous avez, avec l'émergence du roman du sentiment, on pourrait dire la même chose chez Richardson, dans la Pamela, des choses comme ça, vous avez ces espèces de distinctions, d'écarts, dans lesquels Rousseau, pour des raisons philosophiques, de compréhension de la critique de la société, a le sentiment que lui, il est en train de produire quelque chose où, au fond, c'est plus la question des rangs, qui est absolument centrale dans la structuration de l'autocontrôle au XVIIe siècle, a disparu. La passion romantique suppose une forme d'égalité radicale entre les partenaires de la passion. Et que la passion, du coup, apparaît comme le triomphe de ce qui est factice dans l'autocontrôle des individus. Si vous me suivez dans cette direction, ça éclaire, je pense, d'une autre lumière, non romantique, le choix final de la princesse de Clèves, de se retirer du monde et, comme Jeanne de Belciel, comme la mère des anges, de refuser d'y participer. Ce n'est pas un échec de la passion, un échec tragique de la passion, comme la lecture romantique nous invite à le voir. C'est au contraire un moyen de préserver l'amour, dont la texture n'est rien d'autre qu'un aveu infiniment reporté et contenu. Ce qui fait voir que pour ces gens, l'amour est un moyen d'être à la hauteur de son rang.
moyen d'être à la hauteur de son rang. Et que, selon les mots finaux de la princesse de Clèves, n'est-ce pas, que quand elle dit, n'est-ce pas, même l'amour avoué, il n'y aura pas de suite, même maintenant que je l'ai dit, précisément parce que je l'ai dit, précisément parce que vous me l'avez fait dire, il ne saurait avoir de conséquences. Et souvent, ce n'est pas un échec coupable qui est lié à la liaison, qui aurait tué, comme elle le dit, Monsieur de Clèves. C'est que la tragédie tient à ceci, que l'amour, dans cette configuration-là, l'érotisme, n'a besoin de rien de plus que ce filtrage-là. Je conclus. Si ma déromantisation et ma dépsychologisation de la princesse de Clèves est correcte, pas dans les coordonnées anthropologiques et morales que je vous donne, alors il s'ensuit au moins 2 conséquences. La première, c'est qu'en faveur d'Élias, je crois qu'on peut dire que la notion de Selbstzwang, dans le registre de la vie de cour, n'est pas limitée à la vie de cour. Il se distribue aussi bien sur les transformations de la vie amoureuse et de la vie érotique que sur celle de l'expérience spirituelle et religieuse, et de la conscience scrupuleuse dans la religion de la contre-réforme. Et donc, on répond à cette exigence de dire qu'il y a une distribution anthropologique et sociale extrêmement vaste de la transformation qui aboutit à l'émergence de ce nouveau sujet tenté au XVIIe siècle, dont la configuration continue à se prolonger chez nous. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de ce dispositif, contrairement à ce que Élias disait, on n'est pas condamné à produire des consolations pour un déficit. Il y a une marge de créativité qui est médiée par la littérature au XVIIe siècle, et donc on n'est pas dans un rapport complètement déterministe, n'est-ce pas, de structure sociale imposant des formes psychiques aux individus, puisque les formes psychiques imposées à ces individus leur donnent une immense latitude dont la création de nouvelles formes d'érotisme est un exemple, je crois, tout à fait frappant. Mais surtout, je crois que ça aboutit à une finesse qui nous concerne, nous, et qui peut-être concernera certaines des contributions de ce colloque. C'est que si on se permet, comme je viens de le faire, de dépsychologiser la tentation, et même d'une certaine façon de sortir du paradigme qui vouerait inéluctablement une analyse littéraire de la tentation à se loger, à s'affubler d'habits psychanalytiques, par exemple, c'est-à-dire que c'est le désir caché en nous que nous finissons par rencontrer sous la forme pseudo-extérieure d'une tentation, etc. Mais en réalité, c'est notre désir qui a rendu l'objet désirable, sauf que nous ne le savions pas, et que ce que nous rencontrons comme tentation est une vérité sur nous-mêmes. Enfin, tout ce discours extrêmement répandu, la révélation d'un démon intérieur caché, ou des choses de ce genre-là, c'est que peut-être cette figure-là, elle est pour nous-mêmes aussi une figure historique, contingente et transitoire. Et que peut-être pourrions-nous examiner dans certaines figures de la tentation moderne, dans un autre contexte de l'autocontrainte et de la transformation des sociétés, d'autres figures de la tentation. Et peut-être, par exemple, une des choses qui m'intéresse beaucoup dans certains textes contemporains, c'est le retour en puissance de la figure de l'objet tentateur comme d'un objet qui serait véritablement un objet qui attente à nous, qui nous blesse, qui nous lèse, qui nous traumatise, etc. Et qui n'est pas du tout, vous voyez, quelque chose qui va révéler quoi que ce soit qui était présent déjà en nous et qui va s'actualiser dans la tentation, mais qui, au contraire, fait naître des désirs que nous n'avions pas. Et ça, je crois que c'est la possibilité, en particulier dans certains textes sur l'amour aujourd'hui, de redonner un peu de force et de vigueur à l'idée que l'amour peut être un ravage. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas la rencontre de deux narcissismes qui se retrouvent l'un dans l'autre, mais où l'expérience de l'amour peut être véritablement un ravage, une destruction réciproque et la production d'un état absolument inattendu auquel nous n'étions en rien disposés. Nouvelle figure qui apparaît. En tout cas, elle s'oppose fortement à l'état d'un état narcissique, n'est-ce pas, et qu'en donnant beaucoup de poids à l'objet,
elle ouvre la perspective d'un amour qui pourrait être infini dans et par la distance. Merci.